pour le moment, en 6 mois d'agriculture, nous avons créé 2 milliards d'hectares de désert, ce qui montre que nous n'avons pas su créer une agriculture pérenne. Créer une agriculture pérenne, ça demande une autre démarche, c'est-à-dire non pas d'imposer nos lois, ce qu'on appelle l'agronomie, le nomen en grec, c'est imposer sa loi au champ, mais il va falloir regarder un petit peu comment les choses fonctionnent pour développer une autre pratique agricole. Avant que l'homme cultive la terre, dans des régions comme l'Europe, qu'est-ce que nous avions? Nous avions la forêt. Alors la forêt a une façon de fonctionner dans la pérennité, les forêts ont fait leur preuve de durabilité. On voit que dans la forêt, si nous étudions la façon dont se développe le sol forestier, eh bien la forêt, tous les ans, à la surface du sol, par sa litière, va créer une couche de matière organique. Cette couche de matière organique va être transformée par une faune qu'on appelle la faune épigée, qui va transformer cette couche de matière organique en humus. Cet humus va s'attacher avec les argiles du monde minéral pour former ce qu'on appelle le complexe argilo-humique. Donc on se rend compte que le sol, sous l'action de la végétation, de la faune et des microbes, est capable de s'auto-entretenir, c'est-à-dire de se développer en associant le monde minéral, les argiles, avec le monde organique, les humus. Si l'homme veut assurer une agriculture pérenne, il faut qu'il s'inspire de ce modèle, et en particulier qu'il apprenne à fabriquer des humus. Et dans la technique agronomique, la fabrication des humus s'appelle le compostage. Cette technique du compostage est un amendement, c'est-à-dire que nous allons nous occuper du sol et non pas de la plante. C'est donc une démarche qui est évidemment très différente de la démarche agricole où on se contente de mettre des engrais pour augmenter les rendements. Là, on va se préoccuper du sol lui-même, c'est-à-dire qu'on va lui apporter ce dont il a besoin. Or, ce compost, les hommes très tôt ont senti empiriquement comment le faire, et nous savons le faire en prenant justement les matières organiques que dont nous disposons sur la ferme, pour pouvoir refaire dans le tas de compost ce que la nature fait naturellement sous la forêt. Nous ne pouvons évidemment pas garder la forêt, nous avons besoin de nos champs pour nous nourrir, donc nous ne pouvons plus laisser la forêt apporter sa matière organique au sol. Nous allons prendre la matière organique de la ferme, c'est-à-dire les excréments de nos animaux, les pailles, toutes les sources agronomiques de matière organique que nous avons, et nous allons dans une zone particulière qu'on appelle l'aire de compostage, nous allons les réunir ensemble avec comme idée de faire ce qui se passe en forêt, c'est-à-dire de fabriquer des humus et de développer cette faune particulière qui est la faune épigée, qui sert à l'aération de la surface des sols, qui va permettre au sol de boire les orages. On va lui permettre de se développer. Alors ce compostage, cette gestion par l'homme de la matière organique doit copier la forêt, c'est-à-dire de répondre aux mêmes critères que le système forestier. Alors la forêt, qu'est-ce qu'elle apporte essentiellement? Elle apporte de l'aluminium, de la cellulose, c'est-à-dire des matières très riches en carbone et relativement pauvres en azote. Et c'est sur ces matières riches en carbone que vont se développer les micro-organismes qu'on appelle les champignons, qui sont les grands fabricants d'humus. Donc est-ce que nous allons avoir sur la ferme qui peut copier la matière organique de la forêt? Nous avons 2 sources de cellulose et de lignine. Nous avons la paille, que nous avons par la culture de nos céréales, et nous avons pour les gens qui font des cultures comme la vigne, ou comme l'arboriculture, ou les agriculteurs qui ont conservé leur haie, nous avons ce qu'on appelle le bois raméal, c'est-à-dire le bois qui provient justement des branchages des plantes ligneuses. Or ces branchages ont l'intérêt d'être extrêmement riches en carbone et vont nous servir de source justement pour faire de l'humus. Alors pour pouvoir faire du compost, il faut que nous ayons les conditions proches de la forêt, c'est-à-dire une teneur en carbone élevée. Et on va conseiller que le mélange de nos pailles, de nos bois raméaux et de nos excréments est un rapport, on dit un rapport carbone sur azote entre 50 et 60, donc très riche en carbone. Donc il faudra que notre fumier soit extrêmement pailleux. Or à l'heure actuelle, nous avons surtout des lisiers et surtout des fumiers très peu pailleux, donc assez sur N trop bas, trop riches en azote, qui vont se minéraliser, qui font des jus, qui polluent l'environnement et qui ne fabriquent pas d'humus. Alors nous, ce que nous voulons, c'est au contraire fabriquer des humus. Donc pour ça, on va au contraire augmenter la part de la cellulose et de la lignine et diminuer la part des excréments animaux. Alors ce tas que nous allons créer, nous allons aussi lui donner une forme particulière et une dimension particulière. En effet, dans la forêt, la matière organique se met à la surface du sol, elle va être en contact avec l'oxygène, et les champignons sont des organismes aérobies, comme la faune épigée, qui a besoin d'oxygène pour vivre. Donc il faut que notre compost copie ce qui se passe en forêt, il faut que la dimension de notre tas permette à l'oxygène de rentrer à l'intérieur du tas. Cette condition, nous allons pouvoir déjà la faire grâce à l'apport important de paille et de bois raméaux, qui vont apporter de l'aération au tas, au lieu d'avoir un tas trop riche en excréments qui a tendance à faire du beurre noir, à prendre en masse et à s'étouffer. On va au contraire faire un tas très aéré, très léger grâce à l'apport massif de paille et de déchets de broyage, de branchage. Et ce tas, nous allons lui donner une largeur pas trop excessive. L'idéal, c'est d'avoir 3 mètres de large, une hauteur d'environ 1,50 m de haut, et nous allons le mettre en andin. Cet andin sera de la longueur que l'on veut. On pourra faire ce compost le long du champ que l'on veut ensemencer, et il peut avoir la longueur correspondant à la surface du sol. Une fois qu'on a fait un tas qui est
riche en paille et en bois de taille, contenant le rapport qu'il faut d'excréments animaux et n'ayant pas une largeur ni une hauteur trop grande, on va être sûr que l'oxygène rentrera dans le tas et nous allons pouvoir suivre les différentes phases de transformation du compost. Alors ces phases se font en 3 étapes. Première étape, nous allons voir que le tas va se mettre à chauffer. Les anciens d'ailleurs parlaient de fumier, qui veut dire qu'il fume, qu'il chauffe. En effet, le tas, du fait qu'il contient de l'oxygène, va se caractériser par une multiplication rapide des germes dits thermophiles, des germes qui sont capables de produire de la chaleur. Et le tas, l'idéal est de monter aux alentours de 50 degrés. Il ne faut pas monter trop en chauffe, sinon le tas va se sécher, il va brûler, on dit qu'il a une fièvre, c'est un peu comme pour un être humain. Mais l'intérêt de monter quand même en température est de pasteuriser les matières. En effet, il y a toujours des animaux qui ont une maladie dans un troupeau, il y a toujours des pathogènes sur les pailles, et donc cette montée en température va nettoyer la matière organique. En effet, l'agriculteur fait des cycles courts, donc il revient fréquemment au même endroit, et il faut éviter de contaminer sa ferme. Donc cette montée en température va être importante. Elle a un autre intérêt, c'est qu'elle est garantie, elle nous garantit que notre tas est aéré. En effet, il n'y a pas de montée en température dans l'aérobiose. Si notre tas fait du beurre noir, s'étouffe et ne chauffe pas, nous avons raté le tas, nous n'avons pas mis assez de paille, pas mis assez de branches. Donc ce tas va monter en température. Cette montée en température est effectuée par des germes qu'on appelle les actinomycètes, qui sont des germes thermophiles et qui ont l'énorme intérêt de produire des antibiotiques. Pourquoi on a besoin des antibiotiques, des actinomycètes? C'est que ces antibiotiques vont freiner les bactéries. Et nous ne voulons pas que les bactéries se multiplient dans le tas, c'est les bactéries minéralisent. Elles nous font des jus qui vont polluer et qui nous perdent la fertilité du tas. Nous voulons au contraire que notre tas reste réorganisé, c'est-à-dire que nous voulons que les substances soient réorganisées sous forme biologique au lieu de partir par les lessivages par les pluies. Donc les actinomycètes vont bloquer les bactéries grâce aux antibiotiques et ça va permettre l'arrivée des champignons qui, eux, sont producteurs d'antibiotiques, sont donc pas freinés par les antibiotiques et ils vont pouvoir s'installer dans le tas. En effet, si on ne met pas d'antibiotiques, comme les bactéries se multiplient 20 fois plus vite que les champignons, c'est elles qui vont prendre l'avantage sur les champignons. Les champignons, c'est des organismes qui se multiplient lentement et qui donc se font vite envahir par les bactéries. En ayant ces antibiotiques produits par les actinomycètes, on est sûr que le milieu sera envahi par les champignons. Après cette baisse de température, il va se passer un phénomène bien particulier, c'est l'arrivée de la faune épigée. C'est-à-dire que la faune que nous voyons à la surface du sol forestier va rentrer dans le tas. Cette faune épigée est formée d'insectes, elle est formée de colamboles, d'acariens, de mille-pattes, elle est formée de crustacés comme les cloportes, elle est formée de petits vers colorés. Il y en a qu'on connaît bien, c'est Senia fetida, le ver rouge du fumier. Vous avez Alolobophora, vous avez toute une série de vers épigés qui vont, le rôle de tous ces animaux va être de manger les substances de notre compost. On dit que ce sont les broyeurs primaires. Ils vont en quelque sorte, par leurs excréments, préparer la matière pour les champignons. En effet, les champignons sont des êtres microscopiques et pour eux, un morceau de paille ou un morceau de bois est quelque chose de gigantesque qu'ils n'arrivent pas à avaler. Et le travail de cette faune va être de manger ces éléments, de les réduire en éléments très fins, dans ce qu'on appelle les boulettes fécales. On va voir d'ailleurs le tas diminuer de volume, puisqu'il va être concentré dans les excréments des animaux. Et ces éléments réduits finement vont pouvoir être attaqués par les champignons. Et donc la troisième phase du compostage sera l'apparition des champignons qui vont transformer toute cette substance en humus. Donc en fait, un compost, si on regarde ce qu'il va apporter à un sol, on se rend compte qu'il va être à la fois une source d'humus, c'est-à-dire d'une substance capable de fixer les argiles du sol, donc d'éviter l'érosion, d'éviter que les rivières se colorent dès qu'il pleut par les apports d'argile. Les argiles vont s'attacher aux humus et vont rester en place sur le champ. Et en plus, nous allons apporter des germes, c'est-à-dire des champignons, qui vont eux aussi continuer leur travail de fabrication d'humus dans nos champs, puisqu'on va les apporter sur le sol. Et aussi toute cette faune épigée dont nous avons besoin, que nous avons éliminée de nos champs, puisque nos champs sont nus, ils sont au soleil, et que cette faune a horreur du soleil, elle vit, c'est une faune de l'ombre, une faune qui vit à l'ombre des forêts, et comme nous exposons nos sols au soleil, il n'y a plus d'arbres, cette faune a disparu. En l'amenant par le fumier, on va la maintenir à l'intérieur du sol, donc on va garantir une porosité. Le travail de cette faune va être de faire des galeries à la surface du sol, va nous donner une bonne porosité, va permettre à l'eau de pluie de rentrer dans le sol au lieu de créer des érosions. Donc on se rend compte que le compost, on dit que c'est un amendement du sol, agit, on pourrait dire, sur 3 niveaux. Premier niveau, il produit les humus qui fixent les argiles. Deuxième niveau, il apporte une faune qui aère la surface de notre sol. Troisième niveau, il apporte les ferments et en partie les champignons, des germes aérobies qui vont participer à l'équilibre microbien de notre sol. Donc le compost n'est pas du tout un engrais. Souvent les gens me disent, il y a combien d'azote dans mon compost, il y a combien de phosphore. C'est pas à ça que sert le compost. Le compost ne sert pas à nourrir la plante. Il est là pour créer un milieu de sol dans lequel la plante pourra se développer correctement. Le compost a 3 sens. Le premier sens, c'est
de réaliser une bonne composition des éléments de base pour obtenir une bonne fermentation. Donc essentiellement, au départ, de ce qu'on appelle en agronomie les coefficients Césurènes, c'est-à-dire des matières organiques vieilles, genre cellulose, bois, etc., et, par rapport aux matières organiques encore jeunes, plus riches en azote. Donc un équilibre entre les deux doit pouvoir exister, d'un côté plus de structure et de l'autre côté plus de mouvement. On a avec ça une idée de ce qu'est la vie, où d'un côté il y a le fait de construire et de structurer, et de l'autre côté le fait de déconstruire pour pouvoir mettre en mouvement. La vie est faite de ce rythme entre ces deux fonctions de construction et de déconstruction. Le deuxième terme, c'est un terme du Moyen-Âge où on appelait compost en fait le calendrier, comme le compost des bergers du Moyen-Âge, le calendrier des bergers. Autrement dit, on voit par là que ce qu'on va rechercher dans le compost, c'est une bonne biographie, un bon cheminement du calendrier du compost. Ça sera important pour la plante, car le compost donnera une impulsion, un exemple à la plante d'un bon cheminement dans sa vie. S'il y a eu perturbation dans ce cheminement, ça portera conséquence. Le troisième terme de compost fait évoquer les pèlerinages de Saint-Jacques de Compostelle, où dans cette université de la route, il y avait bien le cheminement des pèlerins, et qui par là apprenait bien des choses en circulant un peu partout dans les villes et les campagnes, en observant tout ce qu'ils rencontraient, et en arrivant en Espagne, dans des villes qui avaient des noms qui évoquaient les étoiles, Stella et d'autres, et pour arriver en fin de compte à Saint-Jacques de Compostelle, et là, il y a le cheminement jusqu'à l'étoile. Et l'étoile, c'est la finalité de la vie d'un être, d'une plante, de trouver son étoile. À qui est destiné le compost? Il est destiné au végétal, essentiellement. Et il va agir donc à deux niveaux, au niveau de la structure de cette zone du sol qu'on appelle la rhizosphère, zone dans laquelle va s'effectuer les échanges et l'assimilation sol-plante. Et à côté de l'aspect qu'on a évoqué, très important, de la régulation, de la réduction des germes pathogènes au niveau de ce phénomène, étant dû à un phénomène de fermentation, du type de fermentation fermentaire, eh bien, il doit apparaître, et c'est un des critères de qualité fondamentale, au niveau de ce compost, une flore fermentaire identique ou d'une manière tout à fait équivalente à ce que l'on observe dans tous les autres aliments fermentés. Et c'est cette flore spécifique qui est un des grands agents de régulation des flores pathogènes, de régulation de l'assimilation du végétal, donc de sa croissance et de son état de santé. Et actuellement, grâce à l'action de préparats biodynamiques dans le compost en particulier, grâce aux équilibrages entre les différents composants de départ d'un compost, eh bien, nous pouvons arriver très facilement à cette flore bactérienne favorable. Et cette flore bactérienne favorable va donc entraîner une modification très progressive au niveau du domaine agricole. On s'apercevra d'abord ces modifications au niveau de l'animal, au niveau de la santé de l'animal et en particulier de son métabolisme digestif, des bouses mieux formées, puis du lait
qui sera capable d'une façon tout à fait naturelle, d'aboutir à un fromage à très haute valeur nutritive, valeur gustative et de valeur technologique. Et puis curieusement, dans un second temps, c'est le compost qui va progressivement, de manière tout à fait autonome et naturelle, s'orienter vers ce genre de fonction, dont une des grandes caractéristiques sera également l'apparition de cette odeur d'humus en particulier. Puis après, nous verrons apparaître au niveau de la plante une plante beaucoup plus saine, beaucoup moins de maladies cryptogamiques, et ainsi de suite, et donc le système s'est enclenché. Également, nous verrons au niveau des pâturages l'apparition d'une plus grande variété florale, qui est témoin de cette amélioration de qualité. Donc on peut dire tout à fait analogiquement que on a, quelle que soit l'étape, le compost est un aliment au même titre que le végétal l'est pour l'animal, que le lait est pour le nouveau-né de l'animal, que le lait l'est pour l'homme et pour destiner à sa transformation. Voilà. Effectivement, il est quand même important de souligner que l'apparition de cette nouvelle flore et la disparition des flores pathogènes ne va pas arriver 3 mois après. L'utilisation donc du compost va permettre de rétablir cet équilibre en plusieurs années. Mais les premiers effets peuvent être déjà visibles au bout d'une année. Le compost restera toujours le point clé de maintien de ce domaine. Mais il y a une chose importante qu'il faut souligner, si par exemple la première année en temps zéro, il faudra apporter de l'ordre de 10 à 20 tonnes de compost par hectare sur une prairie par exemple, eh bien au bout de quelques années, on passera à 1-2 tonnes hectare, grand maximum. Parce qu'il faut voir que le compost n'apportera pas simplement de la matière destinée à être transformée vers un humus, mais il faudra le considérer comme un ferment qui saura apporter au sol et qui permettra la nutrition et la croissance du végétal. Et cette notion de ferment est importante parce que souvent, dans des domaines agricoles, il y a trop de matière organique dans le sol, qui est bloquée. Donc il faudra la relancer. Et pour la relancer, on pourra utiliser le compost comme un ferment, avec des proportions adéquates. C'est-à-dire qu'on demandera à l'éleveur d'utiliser 1-2 tonnes hectare de compost. Évidemment, c'est un concept pas forcément facile à faire passer. Une fois cet équilibre établi, il devient très stable par lui-même. Et la grande tâche de l'éleveur sera de le surveiller. En un mot, c'est ce qu'on peut appeler la prévention. Et l'éleveur restera au sein même de son domaine l'élément absolument clé du bon fonctionnement et aussi donc de sa surveillance et de la conduite de son domaine. Sans l'éleveur qui a conscience que c'est un tout dont lui est partie prenante intégrale et sans l'intégration de ce monde microbien que l'on retrouvera à tous les niveaux du domaine, sol plante animal, puis lui-même, rien ne sera possible.
chez tous les animaux à cornes creuses, hein, moutons, chèvres, bovins, mais en particulier chez le bovin, c'est que dans la notion de digestion, la corne, toute la dynamique de la corne a un rôle essentiel, parce que la corne est en polarité avec le métabolisme digestif et le métabolisme de reproduction de l'animal. Donc obligatoirement, la corne n'est pas quelque chose qui va capter de l'extérieur des forces cosmiques qui vont rentrer à l'intérieur, mais c'est parce que dans toute sa formation, dans toute son anatomie, on pourrait dire, le bovin est le résultat d'une intériorisation de ces forces de l'environnement, développement de formes particulières au niveau du système digestif, qui vont, je dirais, donner une pression sanguine extrême, en particulier dans des appendices qui vont naître sur la tête, par des cornes qui sont extrêmement vascularisées de sang et d'air, et qui vont naturellement tourbillonner, on le voit très bien chez les vaches de montagne, hein, avec chacune une forme particulière, qui montre la qualité de maîtrise du métabolisme de l'animal. Si la corne sort avec une taille moyenne, qu'elle s'affine régulièrement et qu'elle spirale avec vraiment un joli centre, hein, avec 3 zones particulières, une zone près du crâne qui correspondrait peut-être plutôt au processus de la terre, une zone extrême plus foncée qui correspondrait plutôt à cette phase de retournement des processus de vie dans la corne et qui est plus foncée, et une zone intermédiaire qui est beaucoup plus claire et qui devrait arriver un jour jusqu'à un certain reflet comme l'albâtre en fait, hein, c'est-à-dire quelque chose qui est presque transparent, en tout cas un nacré, c'est-à-dire une irisation contenant les 7 couleurs de l'arc-en-ciel correspondant aux 7 métaux principaux, correspondant aux 7 jours de la semaine, etc. Il y a une relation du tout, hein, qui se concentre sous des formes végétales, animales, sur Terre, qui sont en fait à la disposition de l'être humain pour essayer de revivifier, de réhumaniser, humus, humain, il y a quelque chose d'humanisant dans une agriculture soucieuse justement de la régénération de l'humus. On pourrait dire qu'en fait, cette chaîne, cette unité biologique qu'on a entre la vie du sol, avec toute cette intensité microbienne dans un monde organo-minéral, cette qualité, on pourrait dire, d'élévation de la plante dans l'air, avec cette rencontre avec le soleil et cette assimilation chlorophyllienne. Et puis, ça va encore plus loin, on pourrait dire que l'animal est un médium, en fait, est un médiateur qui va, par son alchimie digestive, ensemencer en fait cette plante de tous ces processus de vie qui viennent de l'environnement, et en particulier de l'environnement cosmique. On a l'environnement immédiat, mais l'environnement beaucoup plus lointain, qu'on a complètement nié à notre époque. On laisse ça entre les mains de gens qui souvent racontent un petit peu n'importe quoi au niveau de l'astrologie, au niveau de choses un petit peu bizarres. Hein. On va vers une sorte de mystique de ça qui est un petit peu dangereuse, non ? Il y a un rôle extrêmement pragmatique de l'animal, et en particulier du bovin, dans ces stades d'évolution de la terre minérale, peu à peu en minéralo-végétal, puis en végétal, puis en végétal-animal, puis en animal, puis dans les animaux, quelque chose qui va de plus en plus vers une élaboration en fait dans des systèmes digestifs, on pourrait dire une métamorphose en fait de ces processus de vie minéral, végétal, animal, pour arriver justement à une fructification dans la bouse de ces processus de vie, mais qui ne peuvent pas être utilisés de façon, je dirais, aussi crue. La puissance digestive de l'animal, qu'on retrouve dans sa bouse, utilisée de telle façon, peut être un médicament, mais en tout cas pas un levain, une fermentation suffisamment élaborée pour, sans passer par le compostage, mettre de façon directe au niveau d'un sol, provoquerait, on pourrait dire, une certaine acidification, une mauvaise régulation des sols, c'est-à-dire on a quelque chose, c'est un petit peu que si on voulait faire du fromage comme ça avec du lait sans passer par la coagulation. On a quelque chose, on a une coagulation à travers le compostage, on a différents stades. On a des phases de fièvre, on a des phases d'action enzymatique des vers de compost, et puis on a une maturation. Le grand problème des composts, des composts tels qu'ils sont enseignés
par une science qui ne voit que l'aspect matériel du compost, c'est qu'on retourne, c'est-à-dire qu'on active la phase de décomposition uniquement. Mais on n'a pas ce repos qu'on a dans la phase intermédiaire où il y a une sorte de chaos, et puis surtout cette phase de recomposition, on a une maturation, une élaboration. C'est un petit peu comme dans la digestion des animaux aujourd'hui élevés dans des fermes où on fait une agriculture extrêmement intensive. On peut dire que on donne des aliments surtout concentrés, et un herbivore ruminant, un polygastrique avec des aliments concentrés, va voir ces aliments passer de façon beaucoup trop rapide dans les différents estomacs et arriver dans l'intestin mal élaboré. Et à ce moment-là, on va avoir des fermentations de putréfaction, on va avoir une mauvaise maturation et on va avoir des réactions au niveau de cet intestin. On va avoir de la diarrhée, on va avoir de la constipation. En tout cas, on va avoir des éléments qui vont être mal digérés et qui vont appeler à ce moment-là ce monde des bacilles, des parasites, des virus, c'est-à-dire tout ce qui est parasitaire par rapport à l'organisme. Hein ? On pourrait dire qu'il y a aussi une importance dans la composition du compost, hein, c'est de l'apport des différentes fumures animales. C'est vrai que si on veut une ferme avec naturellement toutes les impulsions des différentes qualités de digestion des animaux et la relation qu'il peut y avoir avec de nombreux éléments, phosphore, calcium, etc., on pourrait dire qu'à ce moment-là, il faut faire des justes compositions. Il faut déjà les gens qui sont capables de s'en occuper, parce qu'il ne faut pas avoir tous les animaux si on est tout seul au niveau d'un domaine, il ne faut pas faire de mysticisme à ce niveau-là, mais il est tout de même intéressant que de voir que le mélange des différentes fumures, donc on pourrait dire des différentes humeurs, des différentes espèces animales domestiquées sur le domaine, sont vraiment extrêmement intéressantes, car la fumure de poule n'apporte pas les mêmes éléments que la fumure de vache, que la fumure de cochon, que la fumure de cheval, etc. C'est-à-dire qu'on a vraiment, on a des vertus, on a des humeurs complémentaires qui sont nécessaires. Et naturellement, on peut essayer de faire des mélanges, de cuisiner un petit peu ces différents fumiers en fonction naturellement de leur destination. On a oublié une production importante, totalement méconnu à notre époque, c'est son fumier. Et son fumier est une véritable production. En Orient, on connaissait l'importance du fumier et le rôle du fumier des animaux en tant que, non pas déchets d'éjection, mais fruits, on pourrait dire, de la vache, vraiment cuisine de la vache pour le sol. Le fumier fume, ça veut dire qu'il est chaud, et qui va apporter une impulsion chaleureuse à toute la vie du sol en rapport avec tout ce que la vache reçoit et couve dans son intérieur. Donc un compost est réalisé en général donc avec un épandeur de fumier ou quelquefois tout simplement à la benne, en faisant attention à ne pas émietter de trop ce fumier qui a déjà une structure sortant du ventre de la vache. On voit que en faisant ceci, on a une structure qui n'est pas trop tassée. On contrôle le tassement avec le pied. Si c'est trop tassé, on le sent et on corrige les choses. Si c'est pas assez tassé, on le sent aussi. Donc il y a un équilibre à obtenir. En ce qui concerne le mélange air et eau, on prend, et on a une pression de la main très étudiée, comme si c'était une clé spéciale dynamométrique. Et si je
serre, d'une certaine manière, je sais que j'ai suffisamment d'eau par rapport à l'air. Si ça coule trop vite, j'ai trop d'eau. Si je dois serrer très fort, c'est que j'ai trop d'air. D'accord? Donc on le sent quand on a l'habitude. Au départ, ce sont les deux paramètres qu'il faut absolument cerner pour avoir un bon compost. La forme que l'on veut obtenir, vous voyez comment on l'a fait, elle est très simple, absolument simple. Pourquoi pas de verticalité? Parce que s'il y a verticalité, on ne peut pas couvrir de terre, la terre ne tiendra pas d'une part. Et s'il y a verticalité, il y a cette tendance au niveau de la pression à ce que la pression en dessous soit plus forte que la pression au-dessus, tandis que s'il y a cette forme-là, la pression l'un dans l'autre est égale partout, en gros, à toutes les profondeurs du compost. Il reste qu'un noyau au centre, où ça peut être un peu plus et un peu trop serré. Et on entoure ce fumier d'une légère couche de terre, une peau. La peau est toujours très très fine. On peut très bien dans l'épandeur ajouter dans l'épandeur soit du basalte, un petit peu, hein, on éparpille ce basalte dedans avant de l'étaler, un peu. On peut aussi ajouter de la terre, un peu, dans cet épandeur. Et mettre de la terre aussi un peu à l'intérieur. Et dans certains cas, dans des zones où il y a des régions acides, d'ajouter de la marne. Un peu de marne. Et de terre. Et pourquoi de la terre à l'intérieur? Parce que nous, à l'intérieur de nous, nous avons des peaux intérieures qui agissent. Et il faut de la peau aussi un peu à l'intérieur. Un bon compost est fait lorsqu'il y a aussi dedans de la terre. Et pas seulement autour. On peut ajouter, et il est recommandé d'ajouter à cette peau un habit, comme chez nous. Alors ce sont des branchages, ce sont des pailles, ça peut être de la paille de lin, fraîche, etc. Que faisons-nous ensuite? Eh bien, nous ajoutons en biodynamie à ce compost, nous mettons dans ce compost des préparations dans des trous distants de 80 cm à peu près, 6 préparations qui sont comme des levains, des courants de force qui émanent de ces préparations et qui vont susciter le développement harmonieux de colonies microbiennes. On pourrait dire des fonctions d'organes. Chaque préparation correspond en quelque sorte à une fonction d'organe, comme chez nous, les 6 organes essentiels. Donc on crée comme un organisme qu'on fait naître. Et quand nous regardons des composts près d'un domaine, comme ici, du domaine, la nuit, on peut avoir une vision étonnante, dans le calme de la nuit, ou du soir, lorsqu'on passe, d'avoir l'impression qu'on passe à côté d'un troupeau accroupi de bêtes couchées qui sont en train de digérer quelque chose. Donc vraiment d'êtres vivants, qui ne sont pas des êtres animés, mais où il y a une animation intérieure comme un véritable métabolisme. L'humus, c'est quelque chose de tout nouveau. C'est une espèce de pâte qui n'a plus rien à faire avec les matières organiques qu'on peut encore voir un petit peu dedans, des morceaux de tiges, des morceaux de feuilles. Le compost, en fait, à mettre dans le sol doit être très vieux. On a constaté que dans les maraîchages du temps passé, on ne mettait jamais de compost avant un an et demi, voire 2 ans. Naturellement, on voit ces composts fondre. Et on pense, avec notre pensée quantitative actuelle, ben, on ne va plus rien mettre dans le sol. Eh bien, on se trompe. On pourrait dire, en résumant, que ce n'est pas tellement les substances du compost qui vont agir, c'est le cheminement de vie du compost. C'est sa biographie qui enseignera, comme on enseigne dans une école, qui enseignera la plante sur son chemin de vie.
on ne peut pas concevoir un compost sans comprendre la globalité en fait d'un domaine agricole. La petite couche arable qu'on a et qui constitue la couche sensible entre terre et cosmos, elle est vraiment ténue. Elle peut être épaisse dans certaines zones de grande culture, où on a fait une agriculture, où on faisait une agriculture d'alluvions, etc. Là, sur des alluvions, etc., on pouvait avoir. Mais souvent, on a des sols qui sont de plus en plus fragiles. Il suffit de regarder un petit peu le millefeuille et les différentes couches. On voit que cette couche sensible, dans le mot sol, il y a tout de même la notion de soleil, donc de réception en fait de ces forces qui viennent de l'environnement. Le grand drame de la chimie, l'agriculture intensive, c'est qu'elle s'occupe que du sol, et en fait avec des lois qui sont complètement fausses. Le grand drame de l'agriculture organique brute que beaucoup de biologistes pratiquent, c'est qu'on s'occupe aussi des lois du sol. Qui s'occupe des lois de ce qui est au-dessus du sol, c'est-à-dire de la zone en fait, on pourrait dire de la zone où la plante va exprimer dans l'air et recevoir un certain nombre de choses. Et puis l'atmosphère, et puis des couches beaucoup plus hautes. On pourrait dire que là, on peut dire qu'il n'y a que l'agriculture biodynamique en fait qui, dans nos pays développés, a vraiment pris en compte cette double appartenance de l'agriculture à deux mondes, un monde de la Terre, mais aussi un monde du cosmos. Et là, l'animal est un médiateur extraordinaire, car on a une sorte de lemniscate, de mouvement perpétuel de la vie, entre la plante qui pousse, qui est l'expression du sol, la plante qui est mangée par le bovin et qui va cheminer, mûrir dans sa digestion, la déjection de cet animal qui n'est plus un déchet, mais qui est vraiment une production à part entière aussi importante que le lait, puisque le bovin a cette fonction étonnamment maîtrisée de la digestion, quand il est bien nourri, quand il est bien élevé, et à ce moment-là, on va composter cette bouse, on va nourrir les micro-organismes, etc. Où commence le phénomène, où il finit? Nulle part. C'est un mouvement perpétuel, d'où la nécessité d'une approche globale en fait du compost. Si on se fixe sur la technicité du compost, il faut en faire un peu aussi, donc avoir une rigueur de formation du compost, et qu'on ne tient pas compte de la qualité d'alimentation de l'animal, à ce moment-là, on va avoir un compost qui va être mal élaboré. On va avoir des préparations qui vont être mal élaborées. Donc on va avoir un résultat qui va être un peu une méthode qui va être mal comprise. Je crois qu'il faut vraiment être extrêmement présent, extrêmement conscient de ce qu'on fait en faisant de cette agriculture-là, parce que c'est une agriculture qui soigne, c'est une agriculture, on pourrait dire c'est une agriculture médicinale. On a besoin beaucoup plus que d'une agriculture uniquement d'équilibre biologique à notre époque. On a besoin d'une agriculture de dynamique, bien comprendre une biologie dynamique avec des vertus profondément humaines. Les sages qui portaient les races sont morts il y a 150 ans. Et certains ont été, jusqu'à un petit peu plus récemment, mais un écho d'une époque où on avait vraiment une relation avec le sacré, c'est-à-dire avec le tout, avec l'essence même. On était relié au tout quand on travaillait, on bénissait les animaux, ça avait un sens. Aujourd'hui, ça n'aurait plus le même sens, ou on le fait par superstition, c'est pas ça. Cette inspiration qu'avaient les vieux paysans d'autrefois les reliait au tout, aussi bien ce qui venait du haut que ce qui venait du bas. Là, on avait un ennoblissement, là, on avait vraiment un travail d'élevage, en fait, de l'animal, d'élevage de la plante à travers la digestion, d'élevage des substances à travers le compostage, et donc d'élevage de la terre, de l'expression même de la sensibilité de la terre, même de la planète, à travers l'élaboration de ces fumures inspirées qu'on pouvait mettre dans les sols. Et qu'on peut mettre aujourd'hui. Retrouver ça aujourd'hui, c'est pas vivre dans le passé, on pourrait dire. Retrouver ça aujourd'hui, c'est d'une manière beaucoup plus moderne, beaucoup plus fin de siècle, je dirais, mais avec une certaine conscience de ce qu'on fait. On ne fait pas comme faisait le père, le grand-père, etc., parce qu'il faisait comme ça, en enrichissant malgré tout un peu de sa propre personnalité, mais on essaye de voir à quel point la relation de l'homme et de la terre est subtile, et que dans un tout, ce médiateur animal est indispensable. Comme par hasard, l'agriculture moderne a supprimé l'animal, ou a fait des ateliers d'engraissement, des ateliers de production, où on a des troupeaux de 200 vaches, voire plus, ou des fermes où on traite 3 fois par jour, etc., sans parler de ce qui se passe au niveau des États-Unis.
Quand on a hein, cette plante à côté, là, c'est tout de même absolument incroyable, hein, cette carotte-là. Hein, nom d'un chien. Hein? Enfin, enfin si. Cette plante tout de même hein, est tout de même dans son organisation même quelque chose qui est tout de même assez étonnant. On a un cristal de neige. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, etc. On a une organisation absolument étonnante. Et on peut dire, on voit très bien là que cette qualité d'organisation n'est pas obligatoirement uniquement de nature terrestre. Hein. Elle pousse, mais elle est formée aussi par des influences qui viennent de l'extérieur. Les cornes de la vache, les bois du cerf, et la forme des organes internes de ces animaux, etc. C'est un tout qui se tient d'une manière absolument étonnante. Pour moi, je dis que on réalisera une agriculture de qualité à partir du moment où on sera capable de s'émerveiller devant le monde qui nous entoure et devant l'étonnante possibilité que l'homme a d'orienter dans une direction ou dans une autre ces règnes de la nature en fait, hein, minéral, végétal, animal. C'est la liberté de l'homme de faire ça.